Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Je vais le dire en langue française. C'est pas une bonne idée d'effacer la croix des invalides. Nous sommes en guerre. Eh oui, nous sommes en guerre. Mais quelle guerre? Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, faute de nous occuper des problèmes sociaux, on s'occupe du sociétal. C'était l'IVG, la fin de vie, et plus si affinités, voilà. Écoutez, on peut pas dire que ce gouvernement ne bouge pas, n'agit pas, mais auparavant, il s'est quand même passé quelque chose au niveau de quoi? Au niveau d'une certaine proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire. Fort bien. Mais vous allez voir qu'il y a là-dedans une clause qui quand même nous permet de voir que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le diable se cache dans les détails. On va en parler avec Maître Gilbert Collard. Et puis, nous allons aussi parler effectivement de voir que celui qui a réagi le mieux, c'est le ministre des Affaires étrangères, italien qui a réagi à cette affiche officielle, en principe officielle, si on ne la change pas, des Jeux Olympiques 2024 à Paris. On va en parler aussi, et puis nous allons parler effectivement de Valérie Hayer, la candidate, effectivement, la tête de liste Renaissance aux Européennes, qui parle de Munich, mais quel Munich? Intéressant aussi. Et puis tout le reste, Olivia Grégoire qui candidate au Voice. Et enfin, nous allons recevoir en seconde partie un livre très provocateur, l'auteur d'un livre très provocateur, qui carrément signe son livre, dit Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle. Si c'est pas de la provocation, on se demande ce que c'est. Morad El-Attab, essayiste, a beaucoup de choses à dire en tout cas, et nous allons en discuter, comme toujours ici, dans cette radio libre. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous remercier d'exister, parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. La France, pays des arts, des armes et des lois. La France, pays démocratique. La France, pays de la liberté et de la déclaration des droits de l'homme. On peut tout dire en France. On peut tout dire en France, à condition. À condition. Comment? Quelles conditions? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et tant que c'est du marivaudage entre Dalida et Alain Delon, tout va bien. Parole. Mais attention. Quelle parole? Eh bien, il s'est passé quelque chose il y a quelques jours, le 6 mars dernier, vous voyez, c'est pas loin. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, mercredi dernier, une proposition de loi visant à renforcer, je cite exactement, à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire. Et qui n'est pas contre? Au départ, excellent, très bonne pavé de bonnes intentions. Qui va être contre les appels à la haine, les appels au racisme, les appels au meurtre, évidemment. Et la loi est déjà là, il y a des sanctions pour ça, et c'est plus que légitime, c'est nécessaire. Mais, on a voulu ajouter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté dans cet article premier? Eh bien, je le lis avant de passer la parole. Justement, je voudrais que Maître Gilbert Collard réagisse. Écoutez-moi bien. La section 3 ter de l'article 2. Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire. Je cite. La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, est punie d'une amende de 3 750 €. Est punie
second article, de la même peine, la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique à l'égard de ces mêmes personnes, etc., etc. Ça veut dire, si je traduis, c'est que vous êtes avec des amis, vous êtes en famille, vous êtes, etc., et certains d'amis, du cousin de famille, dit des choses. Je dis bien en privé. En privé, eh bien, attention, vous êtes passible d'une amende de 3 750 €. Gilbert Collard, vous êtes avocat, vous êtes député européen. Qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent fous. Qu'est-ce que je vous dis, hein? Ils deviennent fous. Il faut se rappeler quand même ce qu'enseignait le philosophe du droit, Monsieur Villet, moi que j'ai eu comme prof. Il nous disait la loi, c'est un enfer pavé de bonnes intentions, dont des juges peuvent faire des mauvaises intentions. Ouais. On ne sait jamais ce qu'une loi peut devenir. Moi, j'ai envie de demander à tous nos amis de lire le journal de Maurice Garçon, un grand avocat du siècle dernier, qui a raconté comment la loi sous l'occupation, la loi républicaine, avait pu être utilisée pour persécuter des hommes et des femmes. Alors, la question qui se pose dans ce nouveau texte que vous venez de lire, alors, vous savez, un texte de loi, il faut le lire, le relire, le peser, le sous-peser, bien sûr, pour bien comprendre tous les dangers qu'il peut représenter. Ce texte, notamment, il parle des injures qu'on pourrait faire à une nation. Vous l'avez remarqué ? Oui. Il y a le terme nation qui est employé aussi. Alors donc, si dans une soirée, je dis du mal, par exemple, des Russes, oui. Si je dis du mal des Ukrainiens, je tombe sous le coup de la loi. Je tombe sous le coup de la loi. Elle est tellement absurde, cette loi, qu'on ne peut plus rien dire contre une quelconque nation. Fût-elle une nation qui commettrait des crimes, peut-être. Ou l'Iran, ou autre chose. Oui, l'Iran ou autre chose. Mais surtout, la question effrayante, celle qui fait peur, celle qui fait trembler les verres, les assiettes, les couteaux, les fourchettes, c'est comment on va rapporter la preuve. Eh bien, la preuve, elle va être rapportée par l'invité. Bien sûr, par la dénonciation. J'étais chez Gilbert Collard, il m'a reçu à dîner. Voilà. Par les délateurs de table, par les amis qu'on va inviter, qui brancheront le téléphone pour enregistrer à la fin du repas, quand tout le monde est bourré, quand on est à l'heure où on dit des conneries, parce que on l'a tous vécu, ça, les conneries de fin de repas, impardonnables, bien évidemment. Bien sûr. Mais qui ne doivent pas faire l'objet de dénonciation. On fait entrer, mais cette époque est une époque de merde, vraiment. On fait entrer la déshumanisation complète, quoi. Chacun d'entre nous va être le flic de l'autre. Vous savez, cette fameuse phrase de Camus, « J'ai peur du concierge ». Oui. Qu'est-ce que c'était l'occupation? La peur du concierge. Mais oui, mais partout il va y avoir des concierges maintenant qui vont pouvoir tendre des pièges. Et même parmi ses propres amis ou fréquentations ou relations. Vous imaginez? Non mais moi c'est le non public, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de lois pour punir les appels à la haine, au racisme, etc. On en rajoute, Gilbert Collard. C'est quoi? On veut quoi? C'est du zèle? C'est quoi? On veut des effets d'annonce, vous comprenez. Chaque député veut sa petite loi pour se donner une espèce d'importance. Le député en question, qui je crois est un élu des étrangers, sur la liste des étrangers, qui s'appelle Lefebvre. Oui, Lefebvre. J'espère qu'il n'a rien à voir avec Monseigneur Lefebvre. J'espère pour lui. Je pense pas. À sa petite heure de gloire, voilà. Bon, mais entre nous, et j'espère qu'on n'est pas entre nous, tous les textes de loi qui existent auraient dû permettre de réprimer les menaces proférées contre Dominique Bernard, contre Samuel Paty. On n'a pas bougé. L'imam Majoubi, depuis fort longtemps, la loi aurait permis de le réprimer,
de s'en saisir, mais on l'a pas fait. Alors c'est quoi ces gadgets de loi, ces lois de foraines, ces lois de comédie, c'est quoi? Elles servent à rien, si ce n'est à instiller dans l'esprit public l'idée que chacun d'entre nous devient le flic de l'autre, quoi. Il y a ça. Le délateur de l'autre, mais c'est effrayant, quoi. C'est la négation de la loi, vraiment. Mais Gilbert Collard, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que cette loi en première lecture a été votée par l'Assemblée. A été votée. C'est même pas un projet de loi. Enfin, si, c'est pas encore voté, il y a le Sénat qui doit voter. Le Sénat qui va avant. Oui, non mais c'est comment les gens, parce que apparemment ça a été voté, je ne dis pas que c'est à l'unanimité, mais ça a été voté à une large majorité. Mais enfin, les gens je ne sais pas, ils réfléchissent plus. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens ont peur. Vous comprenez? Le piège de ces lois morales, c'est que dire qu'on s'oppose à elles, c'est se laisser en mettre en péril d'accusations d'être favorable à ce que la loi combat. Alors que on condamne tous le racisme, la xénophobie, bien sûr, toutes ces formes, bien évidemment. Bon, et on sait très bien que c'est pas une loi comme celle-là qui permettra de réprimer le racisme, l'antisémitisme qui sévit partout. Nos compatriotes juifs sont agressés comme ils ne l'ont jamais été. Alors, on se sert, si vous voulez, de ces effets d'annonce, quoi, pour faire croire qu'on fait quand on ne fait rien. Ouais. Mais c'est parce que les députés ont peur, ils ont peur qu'on leur dise « Ah oui, vous avez refusé de voter cette loi, donc ça veut dire que vous approuvez la provocation non publique à la discrimination, à la haine, à la violence, à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, vous vous rendez compte, oui. À une ethnie, à une nation, une prétendue race, ou une religion déterminée, mais vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Une religion déterminée, c'est-à-dire que le type qui à la fin du repas dira « je bouffe du curé », oui. Après avoir bien bouffé, il pourra tomber sous le coup de la loi. Non mais je veux dire que pour moi, franchement, le personnage le plus fabuleux de toute l'histoire, c'est Tartuffe. Oui. Molière, c'est le génie transcendantal. Il a créé un personnage qu'on côtoie tous les jours. Mais Tartuffe revu et corrigé par Orwell, parce qu'il y a ça aussi. Ah ben oui. C'est-à-dire, Gilbert Collard, quand même, nous tous les auditeurs, les résidents de Sud Radio, tout le monde, hommes et femmes, on ne pourra plus raconter une seule blague qui vise... Non, attention. Rien. Plus une seule blague. Ne racontez pas une blague. Ah non, gardez-vous bien de raconter une blague ou un sketch ou de faire un jeu de mots. Attention, le voisin peut-être est en train de noter sur son calepin le propos que vous voulez tenir pour aller le signaler au commissariat d'à côté. Hein. Attention. Il va falloir fouiller les gens à l'entrée, mais les fouiller dans l'âme, quoi. Pour oui, c'est ça. Confisquer leur téléphone portable pour pas qu'ils enregistrent. C'est parce que et puis vous avez à mon avis plein de gens qui vont provoquer aussi, pourquoi pas. Bien sûr. Allez avoir des agents provocateurs qui vont peut-être venir déjeuner chez vous ou chez moi en se disant oui. On va peut-être l'amener. Je vais lui soutirer quelque chose, oui. Mais dites-moi, Gilbert Collard, en fait, on invite, c'est quand même une invitation, ce non public, quand même. C'est ça, les lettres en lettres de feu, non public. Hein. C'est pas seulement public, c'est non public. Non, donc, c'est non public. C'est une invitation à la délation et à la surveillance, quoi. C'est ça. Oui, ils vont mettre des menottes, comme le disait le poète Pablo Neruda, aux mots. Ils sont en train de mettre des menottes aux mots. Et puis ils sont en train de nous faire peur, quoi. Ça va aller très mal. Vous savez, moi j'avais été frappé en lisant la correspondance entre Freud et un de ses amis. Ouais. Lire que ce que Freud disait, ce qu'il y a de pire en ce moment en Allemagne, c'est l'hypocrisie. Voilà, les gens me disent des choses qu'ils n'oseraient jamais dire en public. Il y a un tel refoulement de la parole que ça en devient angoissant. C'était avec Stefan Zweig. Hein, bon, et on en arrive à ce refoulement aujourd'hui, quoi. Je veux dire que on peut plus. Rabelais aujourd'hui tomberait sous le coup de la loi. Rabelais tomberait sous le coup de la loi.
C'est terrifiant. Et je rappelle à ces bonnes âmes qui veulent nous légiférer, je rappelle simplement, et vous le connaissez mieux que moi, Gilbert Collard, l'article 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, texte fondateur qu'il en vue. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen en peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et là, maintenant, eh bien, il n'y a plus de liberté puisque dans le privé, vous n'aurez plus le droit, enfin, en principe, de faire cela. Est-ce que vous croyez que le Sénat va arrêter le massacre? Oui, j'ose espérer que les sénateurs vont réformer ce texte, parce que il nous prépare quoi? La disparition de la vie privée. Voilà. Oui. Finalement, il y a une telle volonté de soumettre l'esprit à la domination d'une pensée préfabriquée collective, que la sphère de vie privée, qui est comme un radeau, comme un refuge, tout est fait pour la diminuer, quoi, pour la détruire. Mais... Tout est fait pour la détruire. Eh bien, écoutez, notre vie privée ne sera pas faite de privation, je l'espère. Merci Gilbert Collard. Moi, je les emmerde, franchement, je vous le dis clairement, voilà. Vive Cambronne, et vive Victor Hugo qui a su rendre le mot de Cambronne célèbre. Célèbre, absolument. Eh bien, écoutez, Merde in France, merci Gilbert Collard. Merci Gilbert Collard d'avoir été avec nous. On marque une courte pause sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant. On va parler, encore de cette affiche des Jeux Olympiques 2024 qui fait encore beaucoup jaser. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'Europe a ceci de bon que de temps en temps, il faut un Européen pour nous rappeler au sens des réalités. Quand une certaine affiche fait des siennes. Écoutez. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Serge Reggiani, c'est moi l'Italien, merveilleux. Serge Reggiani et merveilleuse chanson. Eh ben, c'est un Italien aussi qui a réagi. Il a réagi lors du congrès du Parti populaire européen à Bucarest, jeudi dernier. Cet Italien, eh bien, il est tout simplement ministre des Affaires étrangères dans son pays, l'Italie. Et il a réagi par rapport à cette affiche, on vous a parlé dans l'émission, on vous en a parlé, l'affiche officielle, en principe, des Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous savez, cette fameuse affiche où on voit le dôme des Invalides, où une flèche a remplacé une croix. Bon, pourquoi? Eh bien, voilà un Italien. Voilà quelqu'un qui n'est pas dans le franco-français et qui réagit. Écoutez. Je vais le dire en langue française. C'est pas une bonne idée d'effacer la croix des Invalides. C'est pas une bonne idée d'effacer notre histoire et notre identité pour envoyer un message aux autres. Mais aucun musulman, aucun juif aurait effacé son histoire. Parce que le respect, si nous ne respectons pas nous-mêmes, les autres jamais respecteront les Européens. C'est pas laïcité, c'est stupidité. La laïcité, c'est autre chose. Moi, je crois en la laïcité. La laïcité, c'est pas effacer l'histoire, c'est pas effacer l'identité. Personne n'est obligé à dire mais je suis chrétien. Nous sommes chrétiens. Parce que notre parti est un parti chrétien-démocrate, démocrate-chrétien. On ne peut pas renoncer à notre identité. Voilà pourquoi je suis vraiment déçu pour cette image. J'espère qu'ils vont changer les choses en France. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas changer l'histoire. La croix est là, on ne peut pas l'effacer dans une photo. Ben voilà, c'est tout le problème. Est-ce qu'on peut effacer?
Vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui des mouvements qui veulent effacer. Vous savez, du passé faisons table rase. Mais table rase, attention, tous les signes de tel ou tel philosophe du XVIIIe siècle qui n'avait pas la pensée politiquement correcte, alors que, comme vous le savez, on juge le XXIe siècle avec comme si ces gens-là avaient exercé au XVIIIe ou au XIXe. On change tout. Les mots changent de sens et les sens de mots. Alors voilà, vous savez, mais depuis Mary Poppins ça va très 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 loin, jusqu'à Harry Potter, en passant par La Belle au bois dormant, etc. Non, on éradique, vous voyez. Avant, c'était des gens en privé. Là, vous avez vu, avec cette nouvelle loi, on ne pourra plus rien dire en principe, même en privé, même chez des amis, même entre nous, même entre familles. Et là, c'est autre chose. On fait un texte. Mais écoutez, on l'a dit déjà, si cet affichiste, si ceux qui lui ont commandé l'affiche des Jeux Olympiques ne voulaient pas de croix, qu'ils ne mettent pas le Dôme des Invalides. Il y a d'autres monuments parisiens où il n'y a pas de croix. Non. Là, c'est absolument voulu qu'il faut arrêter de dire au nom de la laïcité, etc. Il faut arrêter. Il faut voir quoi? Alors, supprimer tous les prix Dieu, supprimer tous les ex-voto, les crèches déjà. Attention, les crèches, c'est très dangereux. Il faut les mettre dehors, il faut les mettre dans un endroit où on ne voit pas. Mais cette espèce de masochisme hallucinant d'une certaine Europe, en tout cas de certaines segments de la population qui ne pensent qu'à une chose, qu'ils pensent à changer de genre, changer de sexe, changer de ceci, changer de cela. On ne veut plus de biologie, on ne veut plus d'homme-femme, on ne veut plus de père, on ne veut plus de mère, non, on ne veut plus de rien. On veut un magma de zombies complètement lobotomisés qui vont avoir une seule occupation dans leur vie, consommer. Vous n'aurez rien. On vous ne ferait pas mourir de faim, mais vous serez heureux. Parce que c'est ça le message qu'envoie le ministre italien des Affaires étrangères. On parle d'Europe, on va aller dans les élections européennes. Mais quelle Europe? L'Europe des zombies, l'Europe démystifiée, l'Europe marchande, l'Europe qui crève parce qu'elle paye son électricité 15 fois plus que d'habitude, l'Europe qui ne sait plus à quel gaz se chauffer, l'Europe qui ne sait plus à quel sein se vouer. C'est ça qu'on veut? C'est extraordinaire quand même. Cette espèce de soif, de volonté farouche à se supprimer soi-même restera dans l'histoire quand même comme un des plus beaux moments, une des plus belles séquences de la connerie contemporaine. Et comme vous le savez, les cons de l'année prochaine sont déjà là. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Tu dis souvent n'importe quoi, c'était l'hymne d'amour d'Alain Barrière. Mais là, franchement, je ne sais pas s'il faut accorder un tel sens et faire un hymne d'amour à Valérie Hayer, la candidate, effectivement, la tête de liste de Renaissance pour les élections européennes. Elle parle, Valérie Hayer, elle parle, effectivement. Et puis elle dit des choses quand même assez étonnantes. Et à un moment donné, ça fait partie tout ça de la même démarche. Est-ce qu'il y a derrière ignorance crasse, inculture absolue, essayer de trouver des comparaisons et des historiques qui n'ont rien à voir? Écoutez ce qu'elle a dit lors de son premier meeting, Valérie Hayer. Et on aura quelques bruits d'ambiance également. Écoutez. Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats. Nous sommes à Munich en 1938. Voilà, c'était le meeting de Valérie Hayer, magnifique, voilà. Nous sommes effectivement en pleine... je dirais en pleine confusion, je ne sais pas si on peut parler de confusion. Enfin, elle dit, voilà, Le Pen, c'est Daladier, et Orban, c'est Chamberlain, et nous sommes à Munich, évidemment, c'est-à-dire, distribution des rôles, déjà faite par quelques intellectuels assermentés. Donc, Poutine, c'est Hitler,
Zelensky, c'est Churchill, et puis voilà, et puis ces Français de la 5e colonne qui osent dire que peut-être il faudrait quelques négociations, peut-être que avec ce qui se passe actuellement aujourd'hui, et que au lieu de faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, on pourrait quand même négocier. Ceux qui disent quand même que peut-être que l'Europe aurait à jouer un rôle médiateur entre les États-Unis et la Fédération de Russie. Non, vous êtes des collabos, voilà, vous êtes des Munichois, oui c'est vrai, Munichois. J'ai envie de lui dire un peu vulgairement, Munich ta mère. Mais est-ce qu'elle réfléchit un peu? Est-ce que les personnes qui lui font son texte réfléchissent un peu? Est-ce que Le Pen est aujourd'hui Premier ministre comme l'était Édouard Daladier? Édouard Daladier, rappelons-le, qui ne croyait pas que le Führer allait se contenter de la région frontalière et des Sudètes avec la Tchécoslovaquie, qui est allé à contre-cœur signer à Munich, et qui quand il rentre à Paris en avion et il entend la foule l'acclamer, et il dit quoi, Édouard Daladier? Il dit ah les cons, ils n'ont rien compris. Chamberlain, lui, effectivement, même chose. Et puis Daladier, il était quoi? Figure du Parti radical socialiste. Il avait été porté au pouvoir par la vague du Front populaire, Édouard Daladier. Enfin, c'est pas exactement Marine Le Pen, c'est pas vraiment pas Viktor Orban. Qu'est-ce que ça veut dire de sortir des comparaisons qui ne sont évidemment pas raisons historiques et qui n'ont rien à voir? Alors je veux bien qu'aujourd'hui, alors c'est vraiment la grande, c'est ça, c'est-à-dire que la grande et pure, c'est, voilà, il faut se battre, nous allons entrer en guerre, mais attention, vous avez remarqué, non, on n'est pas en guerre contre la Russie. On va pas envoyer des soldats se battre contre la Russie, on va envoyer des soldats non combattants en Ukraine. Vous savez, est sortie l'expression absolument magique et miraculeuse des soldats non combattants. Mais oui, voilà, c'est intéressant, hein. C'est les va-t-en-guerre pacifistes. C'est n'importe quoi. Et c'est inadmissible, je dis, pour quelqu'un qui est responsable politique. Quelle que soit sa dénomination, qu'il soit de gauche, de droite, extrême ou pas, d'aller faire le va-t-en-guerre et d'aller faire effectivement de se battre, attention, de faire semblant de se battre, mais ça suffit, mais discuter, pas un mot, vous avez remarqué dans cette campagne, pas un mot sur la négociation, pas un mot sur ce qu'on peut faire, non, ça y est, alors que Poutine ne soit pas un ange, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est un autocrate, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir où, très sincèrement, où on dit que pour l'Ukraine, on va se battre comme on s'est battu pour la Pologne en 39-40 ou les Sudètes. Est-ce que c'est la même situation? Absolument pas. Mais voilà. Alors à ce moment-là, dites-le. Allez, pour ceux qui veulent faire la guerre. Allez-y. Et puis on verra un peu ce qui se passe. Allez-y, proclamez. Et on a entendu, vous avez entendu ici, dans mon émission, à Sud Radio, etc., ce que dit un certain nombre de généraux, ce qu'on dit un certain nombre de colonels. Je ne parle pas des généraux de plateau et je ne parle pas des colonels de plateau, bien sûr. Ils disent, attendez, on fait quoi? On fait quoi avec 15 000 soldats et on tient combien? 3 jours? Comment on fait? Alors ça veut dire qu'il faut céder? Non. Ça veut dire qu'il faut discuter. Et quand on entend les 3/4 des pays européens, les 4/5, y compris l'OTAN, et y compris les États-Unis, dire on n'enverra pas de soldats se battre en Ukraine. Alors il faut savoir de quoi on parle quand on est candidate Renaissance aux élections européennes et tête de liste. Vous parlez au nom de qui? Vous parlez au nom de quoi? Vous êtes prêt à engager Renaissance pour aller se battre en Ukraine? Alors faites-le. Mais vous dites pour qui vous parlez et au nom de qui vous parlez. Merci Valérie Ayer. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve pour les huées et les bravos d'André Berkoff. Vous allez voir, il y a peut-être quelqu'un du gouvernement qui pourrait intégrer une célèbre émission de télé. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, vous savez que nous aimons beaucoup, nous, The Voice. Oui, on est un certain nombre. Et, eh bien, il y a une nouvelle candidate à The Voice qui va se présenter.
qui est vraiment bien, et on va vous faire entendre parce que nous, on aime bien encourager les jeunes talents, les talents d'avenir, et ça fait partie aussi de la vocation de la radio et de l'émission. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. The Voice, et vous allez écouter donc notre nouvelle candidate. Elle n'est pas été encore intronisée à The Voice, mais je trouverais lamentable qu'ils ne la prennent pas. Écoutez. Avant de préparer un petit discours un peu plus formel, je voulais partager ces paroles. Qui se bat, suis-moi, blafarde, et je te montrerai. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la grenade, sous mon sang les grenades. Bon, je vais pas faire 4 minutes de chanson, il fait beaucoup trop beau, et ça n'est pas la vocation. Bravo à vous. Bon, elle a de l'humour, c'était Olivia Grégoire, évidemment, vous l'avez reconnue, elle a de l'humour. Mais franchement, quelle voix, quelle la voce, quelle belle la voce. Elle est, comme vous le savez, ministre déléguée chargée des PME, et c'était vendredi, la journée internationale du droit des femmes, et 101 entrepreneuses étaient reçues à Matignon avec Gabriel Attal et Aurore Berger, et donc voilà, on a chanté cela, et c'était beau, voilà, sous mon sein la grenade, magnifique, etc., etc. Bon, écoutez, ça fait assez plaisir, parce que, voilà, moi je trouve, très sincèrement, on a écouté ça, on s'est dit, on passe ça, bon, c'est amusant, et puis vraiment, c'est bien qu'Olivia Grégoire ait chanté. Mais moi je vais vous dire, écoutez, puisque aujourd'hui, au fond, toutes les discussions ne sont plus, comme j'ai dit, des discussions sur ce qui se passe au niveau du chômage, du pouvoir d'achat, etc. Les agriculteurs, tout ça. Non, maintenant, ça va être un peu l'IVG, ou ça va être le droit de faire des plaisanteries en privé même et en famille. Ça va être, c'est un peu quand même, faut le dire, hein, on est en sociétal et en liberté, de plus en plus surveillé. Eh bien, écoutez, au moins amusez-nous. Nous, on aimerait que Grégoire ou la version Clary Luciani. Non, et dites-le, écrivez-le-nous, hein. SMS-nous, là, sur Facebook et tout. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais de toute façon, je crois que non, mais il n'y a pas de problème. Évidemment, les chanteuses chantent, les politiciens, mais chanter, je vous assure, ça nous fera tellement du bien. Étant donné que les nouvelles, pour le moment, ne sont pas absolument fabuleuse. Le fait que vous entonniez quelques airs comme ça, moi je vois très bien, par exemple, Gabriel Attal chanter « Moi je m'en fous, je m'en contrefous. Avec le destin, je vais bras dessus, bras dessous. » Et puis, par exemple, Gérald Darmanin, quand on arrive en ville, hein, ce serait bien là aussi. Et puis, tous les autres, je suis sûr que ce serait absolument, au moins, ça nous ferait sourire pendant un moment. Et en ce moment, on en a pas mal besoin, non ? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, mais Mylène Farmer, là, vous êtes dépassée, sans hésitation, je suis un garçon. C'est plus le problème. Non. Je vous dis, on est en plein sociétal. Et vous savez que parmi toutes les lois qu'on est en train de faire, il y a la fameuse loi trans. Et alors, ceux qui ont battu tous les records, et ça c'est formidable, c'est l'Espagne. Et oui, vous n'êtes pas au courant, vous allez voir, c'est franchement formidable. Alors voilà, il y a une loi transgenre en Espagne qui a été votée en février 2023, donc il y a un an. Voilà. Donc, c'est la loi d'égalité réelle et effective des personnes trans. Alors, que dit cette loi votée en Espagne il y a un an ? Elle consacre le droit à l'autodétermination de genre, c'est-à-dire la possibilité de changer le sexe figurant sur les papiers d'identité sans autre démarche qu'une déclaration publique de non-conformité avec le sexe assigné à la naissance. Une mesure
mises en place pour rendre les carrières dans les forces armées et de sécurité plus attrayantes pour les femmes. Voilà, c'est pour les hommes. Voilà, c'est-à-dire moi j'ai demandé Esteban Rania, qui est un homme, enfin jusqu'à preuve du contraire, ici il a envie de dire écoutez, moi c'est sur mes papiers d'identité mais j'ai envie d'autre chose. Thibaut Salter même chose, moi la même chose. Enfin voilà, on peut changer de. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les soldats ibériques, certains soldats espagnols, eh bien, ils ont senti qu'il y aurait, parce qu'en fait, on veut attirer les femmes dans l'armée espagnole, et donc ils vont bénéficier ainsi d'avantages financiers et matériels réservés aux militaires de sexe féminin. Puisque je n'ai qu'à me proclamer. Je dis, ouais, d'accord, et quand je suis né garçon, mais moi, je me sens fille, je me sens femme, etc. Bon. Et alors, c'est très intéressant, parce que le caporal Roberto Perdigones a dit au journal El Espagnol, il a dit ceci: de l'extérieur, je me sens comme un homme hétérosexuel, mais à l'intérieur, je suis lesbienne. Mais voilà, et le tour est joué. Qu'est-ce qu'on va s'embêter, C'est pour ça que j'ai fait le changement juridique pour devenir une femme. Ah bon? C'est pour ça seulement? Ah non. Pourquoi ? Il a reconnu auprès de journal avoir bénéficié tout de suite, vous dites voilà, je me sens femme, il a bénéficié d'une augmentation de salaire de 15%, ainsi que l'accès à certains avantages matériels tels qu'une chambre privée avec salle de bain, ce que n'ont pas les soldats hommes. Il a été aussi autorisé à porter des cheveux plus longs que ceux autorisés pour les hommes et des boucles d'oreilles interdites aux soldats de sexe masculin. Mais pourquoi on interdit les cheveux longs et pour les cheveux longs et les boucles d'oreilles? Voilà où on en est chez nos amis espagnols. C'est intéressant. À ce jour, 41 militaires stationnés à Ceuta, enclave espagnole située au nord du Maroc, ont décidé de changer de genre. 41. Voilà, mais c'est un début. Alors, cependant, ils sont pas allés jusqu'au bout. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux ont conservé leurs organes génitaux masculins et leur pilosité faciale. Oui, parce que l'opération, les hormones, la chirurgie, ça fait un peu mal tout ça, voilà. Mais certains ont changé de nom, d'autres gardent le patrimoine d'origine. Alors évidemment, ça fait quand même du bruit en Espagne. Quand même, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Voilà. Mais la loi a été votée, la loi d'égalité réelle et effective des personnes trans. Donc, ils disent oui, mais attention, disent une certaine partie des féministes ou des formations de droite, disent attention à l'effacement juridique du sexe biologique, ça pourrait être en péril les espaces réservés où les femmes se sentent en sécurité. Et oui, même les féministes disent si les hommes vont alors venir dans les toilettes des femmes, etc., qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà. Et en fait, une enquête de l'Institut de sondage Sigmados affirmait en octobre 2022 que 65% des Espagnols jugeaient problématique le droit à la libre autodétermination du genre. Ça veut dire qu'il y a 35% des Espagnols qui sont absolument déterminés à ce qu'on puisse changer de sexe uniquement en parlant. Pas besoin d'hormones, pas besoin de représentation, pas besoin de tout ça. Vous voyez que les élections européennes, ça avance. C'est ça, ce sont les sujets les plus importants qui vont nous occuper. Non, bien sûr. Mais en attendant, mais quelle folie quand même, quelle folie de voir que, encore une fois, si quelqu'un a envie de changer de genre, changer de sexe, et qu'il est effectivement majeur, parce que je pense que peut-être que ce n'est pas à 7 à 8 ans qu'on pourrait le décider, mais à 18 ans, pourquoi pas? Mais qu'on en fasse une loi, et qu'on en fasse une loi qui permet, parce qu'il nous faut des soldates, parce qu'il nous faut des militaires femmes, eh bien de décider que s'il y a des hommes qui ont envie de se sentir femmes, sans que ça change quoi que ce soit, ni à leur physique, ni à leur genre, ni etc., mais ils se proclament femmes et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça va être très intéressant. Les Amazones sont de retour. Ça commence en Espagne, mais ça finira où? On marque une courte pause sur Sud Radio. On va se retrouver après les infos de 13h pour le face-à-face d'André Berkoff, où vous aurez la parole au 0826 300 300. Et puis on est en direct évidemment sur le Facebook Live pour poser toutes vos questions également. Sinon 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio, ne bougez pas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
le face-à-face. 13h02 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkoff reçoit le président de l'Alliance pour la France et auteur de ce livre qui va faire beaucoup parler, Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle, aux éditions Perspectives Libres. Bonjour Morad Elatab. Non, le son, ça va faire beaucoup parler, mais vous êtes géopolitologue, vous êtes conseiller en stratégie, Morad Elatab, et vous n'allez pas de main morte. Alors moi, je reçois ce livre, vous avez première version 2011, seconde version là, et carrément dans le titre, je lis Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle. Franchement, est-ce que vous n'êtes pas un peu marseillais, là ? Pas du tout. Le nouveau De Gaulle, carrément, vous dites ça. Alors expliquez, non, parce que moi je veux bien, mais expliquez. Comme je l'explique, d'abord je tiens infiniment à vous remercier pour cette chaleureuse invitation, ce qui n'est pas courant. Et merci donc de respecter le contradictoire. Moi, absolument, c'était sur Sud Radio. Oui, ce que j'apporte, ce n'est pas un livre d'abord de propagande, c'est un livre d'analyse, et il n'y a aucun parti pris. En réalité, ce que je constate, c'est que, et pour De Gaulle, comme pour Vladimir Poutine, il y a une volonté très forte de sortir du système monétaire international. Ça, c'est un point qu'ils ont très fortement en commun. D'ailleurs, on va en parler durant l'émission, le fait que Poutine soit aujourd'hui orienté dans un ancrage oriental contre sa volonté. Parce que je rappelle que durant ses 2 premiers mandats... Il voulait vers l'Europe, même vers l'OTAN. Il voulait adhérer à l'OTAN avec l'aide des Américains, il voulait même rentrer dans le cadre de l'OCDE et créer une structure de marché européen via l'Union européenne. Donc aujourd'hui, dans cet ancrage, il y a la volonté avec les BRICS, effectivement, de la dédollarisation, la multipolarité, face à un Occident complètement essoufflé, qui n'est plus synonyme pour beaucoup de pays, en l'occurrence l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, synonyme de richesse, progrès. Et le deuxième point qui est fondamental chez ces 2 personnes, puisque je le notifie aussi, c'est la concorde des nations. C'est-à-dire que De Gaulle, comme Poutine, ce ne sont pas des gens qui font la guerre ou cherchent à faire la guerre. Ce sont des gens qui s'inscrivent dans une logique où on est dans la compromission, on est dans l'entente, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Vladimir Poutine va très bien s'entendre avec Donald Trump, qui lui a une logique, on va dire, économique, une stratégie économique. Et puis de souveraineté. D'ailleurs, un point qui est très important, les États-Unis, jusqu'en 1941, pratiquement leur entrée dans la Seconde Guerre mondiale, est un pays isolationniste. Oui, tout à fait. Et là, ils y retournent. Donc, et Donald Trump, c'est la fin de l'OTAN. Et c'est pour ça que je trouvais même que Vladimir Poutine va encore bien plus loin que De Gaulle, puisque De Gaulle va commettre une erreur stratégique majeure qui va être l'éviction de Roger Vibeau, le patron de la DST, qui l'alertait suffisamment sur la logique de la prédation financière subversive contre la France, qui s'était opérée déjà, d'où l'orchestration par la CIA de mai 68. Vous pensez vraiment que mai 68, ça a été une création de la CIA quand même Les archives américaines parlent aujourd'hui. Donc, vraiment ouais. Parce que moi j'ai vécu mai 68, vous n'avez pas l'impression d'être manœuvré par la CIA. Vous étiez dans la masse. Non, mais je veux dire qu'il y avait quand même des mécontentements étudiants et compagnie. Oui, mais de là à pouvoir, aussi facilement coordonner et organiser les rapports de proximité entre les étudiants, le monde ouvrier, il y a ces jonctions, on sait que... Je sais, alors en tout cas, je vais pas vous traiter de complotiste, mais on sait que ça existe aussi. Non, mais Morad Elatab, ce que je voudrais, parce que c'est vraiment le cœur de votre livre et ce qui fait son intérêt, et je dis tout à fait, c'est qu'au fond... D'abord, je voulais savoir en quoi, quels sont les points communs, les dénominateurs communs que vous voyez entre De Gaulle et Poutine, déjà. Et expliquez-nous. C'est les 2 que je viens de vous exposer et qui sont prioritaires pour l'un comme pour l'autre. C'est des gens qui sont dans des logiques souveraines. Poutine, je le cite à la page... je veux dire, quand vous prenez leurs auteurs de prédilection, c'est très important parce que moi, j'ai envie de dire, Poutine, pour moi, n'est pas une énigme. Pour moi, celui qui est une énigme, par exemple, c'est Emmanuel Macron. Je comprends pas ce monsieur. Voilà. Pour moi, il a aucune intuition, aucune prospective. Je le sais
et je le démontre, qu'il était réellement, au regard de ses trahisons, un agent de l'étranger. Ce que je peux absolument pas dire de Gaulle à son époque, ni de Poutine aujourd'hui. Excusez-moi, c'est grave quand vous dites Macron est un agent de l'étranger. Non, mais je vais le démontrer. C'est une accusation grave. Mais je l'assume entièrement. Et pour ce faire, je suis prêt même à en débattre face à Emmanuel Macron lui-même. Enfin. Ou un de ses ministres. Non, c'est simplement quand vous dites un truc, faut le. Je vais le démontrer. Vous savez, les ventes de technologie françaises, elles sont dévolues majoritairement à des puissances étrangères, à des fonds souverains étrangers. Donc, ça s'appelle de la haute trahison. Il a vendu l'autonomie énergétique de la France en vendant Alstom. Il y a 70 ans en arrière, quelqu'un qui faisait ça, c'était un tribunal militaire contre un mur et une balle dans la tête. Donc les temps ont bien changé et on a une capacité en France à reproduire les plus mauvais et les corrompus depuis quelques temps. Mais Poutine, c'est quoi ses auteurs? Poutine, c'est Ivan Ilyin, Non-Mission, 1956, un de ses livres de chevet. Qu'est-ce qu'il est écrit? L'ascension jusqu'au sommet des meilleurs, des hommes dévoués à la Russie, sentant leur nation, pensant leur État, volontaires, créatifs, offrant au peuple non pas la vengeance et le déclin, mais l'esprit de libération, de justice et de l'union entre toutes les classes. Si le choix de ces nouveaux hommes russes réussit et se réalise rapidement, alors la Russie se relèvera et renaîtra en l'espace de quelques années. Ce n'est pas le cas, la Russie tombera du chaos révolutionnaire dans une longue période de démoralisation post-révolutionnaire, de déclin, de dépendance envers l'extérieur. Ça, c'est Poutine. Une fois qu'on a compris ça de Poutine, c'est très simple de discuter avec Poutine. Je vais quand même vous dire une chose, et si vous me le permettez, allez-y. Au début de cette émission, je regarde énormément les débats actuellement sur les chaînes de télévision, sur les radios, concernant le conflit russo-ukrainien. D'abord, on part d'un postulat qui est complètement tronqué, c'est que on oublie de rappeler que cette histoire ukrainienne face à la Russie, on en retrouve les traces déjà par de nommé George Soros. Le milliardaire subversif et spéculateur. Alors, qui finance énormément par contre, Society, oui, en France, pour nous vendre une certaine forme d'idéologie subversive qui forcerait les Français à avoir la haine de soi par la désouveraineté. C'est quand même assez dingue, ce qu'il a réussi à faire. Bon, en 93, je cite, c'est dans l'Open Society Foundation, le 1er novembre 1993. Ouais, rappelons que l'Ukraine est indépendante depuis 2 ans. Tout à fait. Ouais. Et je vous remercie. Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il avait en tête, et ça reste encore aujourd'hui chez George Soros, cette volonté d'une guerre haineuse contre la Russie. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, allez-y. Et il dit, les États-Unis, en parlant de l'Ukraine, parce qu'il rêve d'une guerre internationaliste avec du sang ukrainien, il dit, les États-Unis ne seraient pas appelés à jouer le rôle de gendarme du monde lorsqu'il agirait, il le ferait en conjonction avec d'autres. Par ailleurs, la combinaison de la main-d'œuvre de l'Europe de l'Est avec les capacités techniques de l'OTAN renforcerait considérablement le potentiel militaire du partenariat, car elle réduirait le risque de housse mortuaire pour les pays de l'OTAN, ce qui constitue la principale contrainte qui pèse sur leur volonté d'agir. Il s'agit là d'une alternative viable au désordre mondial qui se profile. Il écrit noir sur blanc que les Ukrainiens serviront de chair à canon contre la Russie. La question qui se pose, c'est pourquoi nous, Français, nous sommes aujourd'hui dans une sorte de zèle de bellicisme mondialiste en Ukraine. Nous n'avons rien à y faire. Mais c'est là où je vais expliquer aux auditeurs qui nous écoutent, et ce qui n'est malheureusement pas dit aujourd'hui, et que les Français ressentent comme étant étrangers à ce conflit, c'est le déroulé du scénario. Un homme va agir pour la France dans le cadre de l'Ukraine. Et cet homme, c'est Jacques Chirac. Je tiens à vous rappeler qu'au moment où sort cette déclaration, c'est très important, vous qui êtes porté par les études slaves, au même moment, bizarrement, vous allez avoir le livre d'Igor Shafarevitch qui va sortir, qui s'appelle La russophobie, qui paraît aussi en 93, qui sort pas de manière inédite, puisque c'est une réponse indirecte des Russes sur le plan intellectuel à la doxa de Soros. C'est vrai que ce livre a quelque peu un caractère raciste et antisémite, mais le fond de ce bouquin, et on comprend beaucoup mieux les Russes culturellement, c'est que Igor Shafarevitch, qui est un brillant mathématicien connu pour sa théorie algébrique des nombres, va appartenir à un courant
aujourd'hui, qui existe encore aujourd'hui, qui est le Podchevnictwo, qui vient de Podchva, qui veut dire le sol, la terre. Et en réalité, c'est un mouvement philosophique contemporain qui lutte et qui a un rejet complet du nihilisme, du marxisme et du libéralisme. Et c'est des gens qui justement... Est-ce qu'ils ne sont pas un peu fascistes? Je vous pose la question. Franchement, ils ont une crainte terrible suite aux propos de Soros, c'est que soit parachevé le génocide du peuple russe. Parce que ils ont en horreur le bolchevisme. Autant Poutine pouvait lui parler du stalinisme, mais éviter de lui parler du bolchevisme. Et à la suite de ça, Chirac va intervenir parce que Zebrinski avec... Brzezinski, oui, le Grand Échiquier, son livre Le Grand Échiquier, il est néoconservateur. En 1997, édition Bayard, aujourd'hui on a l'impression que c'est le livre de chevet de nos hommes politiques, tellement il joue contre la France. Chirac. Et ben il va s'en prendre à Hervé de Charette, qui sera le ministre de Chirac de 95 à 97, où il le cite les mots qui sont toujours d'actualité. Si la France veut jouer un rôle international, elle tirera profit de l'existence d'une Russie plus forte, elle doit l'aider à réaffirmer sa puissance. Ce qu'avait dit Charette. Et Primakov, qui est en réalité l'homme qui a formé Poutine, Evgeny Primakov, est l'homme qui a créé Poutine, qui va le proposer à la présidence de la Russie, dira à l'époque que tous les dirigeants mondiaux, la France montre l'attitude la plus constructive dans ses relations avec la Russie. On avait à l'époque, et ça, c'est... Il y a 30 ans donc. Il y a 30 ans, nous étions le pays au monde le plus en pointe j'ai presque envie de dire, d'une relation qui pouvait s'assurer dans la continuité territoriale entre la France jusqu'à la Russie, ce que voulaient absolument défaire les penseurs... De l'Atlantique à l'Oural, bravo, comme disait le général. Exactement, parce que les Américains... Ils avaient le contrôle mondial par les voies maritimes, donc il leur fallait casser les voies continentales, et en l'occurrence, il fallait briser la posture de la France vis-à-vis de la Russie. On va en parler tout de suite, on va continuer à parler, c'est très intéressant. Avec vous, Morad El-Hattab, juste après cette petite pause. Et puis vous aurez la parole au 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je remercie Sud Radio de pouvoir donner la parole aux Français sans les couper en ayant d'autres avis. Et ça, vraiment, c'est la seule radio en France qui puisse le faire. Donc je tiens à le souligner. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Morad El-Hattab dans tous ses états, puisqu'il ose dire, mais après tout c'est son opinion, et il a tout à fait le droit à son opinion et la légitimité. Il dit Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle, c'est paru aux éditions, c'est édition revue augmentée, aux éditions Perspective Libre. Mais restons, Morad El-Hattab, sur ces relations France URSS, parce qu'à l'époque, non, c'était déjà France-Russie, puisque c'était 93, l'effondrement de l'URSS, c'est 91, 89-91, et effectivement, ce que dit Chirac avec Hervé de Charette, etc. Et on a vu que bien après, Gourdeau-Montagne, qui était aussi, effectivement, a été envoyé par Chirac. Et qu'est-ce qui fait que cette relation s'est dégradée au point où on en est aujourd'hui? Moi, je pense que la France a été vraiment le premier pays à avoir clairement demandé une forme de neutralisation de l'Ukraine, dans le sens où il y avait une véritable diplomatie française. Vous voyez, dans l'ouvrage, je fais référence depuis déjà les années 30, avec Clermont, enfin, le comte de Saint-Aulaire et autres. C'est que on soutenait, nous, loyalement la Russie convalescente après 90. Effectivement, le novembre 89, chute du mur de Berlin. Ouais. Déjà, à ce moment-là, l'OTAN n'a plus de raison d'exister. On va faire la guerre de Yougoslavie. Oui, on enlève le pacte de Varsovie, mais oui, bien sûr. 1999... Et qui va durer 10 ans. On oublie tout le temps que la guerre de Yougoslavie, c'est 91-2001, et qui va créer 4 États, donc la Croatie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, qui, je pense, tôt ou tard, finira à nouveau dans l'escarcelle de la Serbie. C'est une prédiction géopolitique, j'ai envie de dire. Mais ce qui s'est passé, c'est fascinant. Chirac, en 2006,
c'est vrai, et je le cite, c'est 1 an auparavant une solution pacifique à l'initiative de la diplomatie française qui fut délibérément sabotée par les États-Unis. Et là, on le prouve fait à l'appui qu'à chaque fois les Américains vont délibérément, d'ailleurs ils vont nous appeler les princes des occasions manquées, mais c'est eux qui vont nous faire... Mais 2006, qu'est-ce qu'il y a eu alors 2006, l'ancien conseiller diplomatique du président Jacques Chirac, que vous avez remarqué... Maurice Gourdemontagne, oui. Il raconte ça le 24 mars 2022, comment les Américains avaient sabordé la proposition de neutralisation de l'Ukraine qui fut formulée par la France. Alors, je cite l'extrait, qu'on ne me dise pas que c'est dans le monde diplomatique. Jacques Chirac m'a envoyé à Moscou voir le conseiller diplomatique du président russe, qui s'appelait Sergei Prikotko. J'ai proposé une esquisse de plan, une protection croisée de l'Ukraine par la Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre, qui aurait été gérée par le Conseil OTAN-Russie, qui avait été créé au début des années 2000. Ah oui, un conseil OTAN-Russie, oui, il faut l'appeler, oui. Faut rappeler. Oui. D'accord. C'était une volonté de Poutine déjà à l'époque. Bon. Et c'était une manière de neutraliser l'Ukraine tout en la protégeant dans son intégralité territoriale et dans sa souveraineté. Le président Chirac avait considéré qu'il y avait dans l'Union européenne déjà 6 pays neutres, donc l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, Malte, Chypre, la Suède. Donc la position de neutralité en Europe n'était pas une position aberrante, bien au contraire. Mon collègue russe m'avait dit: c'est intéressant pour nous parce que ça nous règle la question de la Crimée. La flotte de Sébastopol restait où elle était et la Crimée pouvait rester ukrainienne. Oui, c'était avant la prise de la Crimée par la Russie. Oui. C'est intéressant de rappeler ça. Oui, c'est-à-dire qu'ils acceptaient la neutralisation de l'Ukraine, Crimée ukrainienne comprise. C'est ça. Et les Russes avaient dit oui. Et là, le conseiller Sergei Prikotko regarde Gourdemontagne et lui dit: mais est-ce que vous en avez parlé aux Américains? Et l'autre il dit: pas encore, je voulais d'abord vous sonder. Donc effectivement, il va se rendre ensuite aux États-Unis et il va rencontrer la dénommée Condoleezza Rice à Washington. Ah oui, Condoleezza Rice, qui était secrétaire d'État à l'époque. Oui, de Clinton. C'était Clinton. De Bush. Ah, c'était Bush, oui, Bush exact, oui. Il savait qu'elle était dure, bref. Et elle le regarde, contre toute attente, et ça le fige. Elle dit: les Français, ça commence à bien faire. Vous nous avez bloqué pendant un certain temps l'adhésion de la première vague des pays de l'Europe de l'Est centrale à l'OTAN. Donc on voit l'intention américaine, elle est claire. Vous n'allez pas bloquer la deuxième vague. Et là, il dit: c'est là que nous avons compris que l'intention américaine était d'intégrer à terme l'Ukraine dans l'OTAN. Voilà, donc il faut arrêter aujourd'hui avec ces circonvolutions de plateau qui consistent à dire que les Américains interviennent par belle âme, je veux dire par empathie. Non, depuis 1993, à chaque fois que la France a mis sur la table une proposition, et c'est toute la théorie de Brzezinski. Brzezinski, dans le Grand Chéquier, c'est une stratégie malveillante contre la Russie parce que on va empêcher à tout prix la sécurité de la Russie et donc la paix en Europe. Bon, il faut même démembrer la Russie. Il allait presque jusque-là. Oui, ils en sont. Mais bon, ça renvoie à pas mal. Non, je comprends. Mais qu'est-ce qui a fait? Alors, qu'est-ce qui a fait? Non, mais c'est intéressant. Donc, Condoleezza Rice dit à Gourdemontagne: écoutez, maintenant arrêtez. Nous, on a un plan très bien. Mais qu'est-ce qui a fait que, effectivement, quand ça a commencé à bouger, disons, dans les relations Russie-France, alors, ça commence sous Nicolas Sarkozy, puisque Henri Guénaud, que j'apprécie au demeurant, était dans cette logique gaullienne. Qui avait inspiré Chirac. Ça n'a pas été le cas de Nicolas Sarkozy, ce qui fut que la Russie fut forcée d'intervenir, là, pour le coup. Parce que quand on veut faire croire que c'est la Russie qui veut envahir l'Europe et qu'on voit le nombre de bases de l'OTAN autour de la Russie, si nous, en France, on avait à le vivre, on serait dans une économie de guerre, logiquement. Bon. Et ce qui va se passer, c'est que il faut absolument pas rechercher, et c'est là où on se trompe, la responsabilité de cette crise du côté de la Russie. Charles de Gaulle avait dit une phrase très juste, il avait dit: la vérité, c'est que les Américains finiront par se faire détester par tout le monde, même par leurs alliés les plus inconditionnels. Tous les trucages qu'imaginent les Américains sont démentis par les événements. Et vous avez
pas le peuple américain qui aujourd'hui une forme d'internationalisme subversif financier, qui a détourné les États-Unis, qui coûte que coûte sont les fauteurs de guerre, les fauteurs de troubles, qui ont pendant très longtemps été associés au Royaume-Uni. Et c'est là encore une fois où je dis qu'Emmanuel Macron manque de subtilité, manque de perspective, parce qu'aujourd'hui les États-Unis, je vous le dis dans les yeux, la guerre en Ukraine c'est fini. Dernier rapport de la CIA. Les actuels soutiens, les actuels alliés des États-Unis, ce n'est plus l'Angleterre, c'est le Japon. Pour la CIA, pour les Américains, c'est la zone Pacifique. Qui compte maintenant. Qui compte. Les Américains nous ont asphyxiés énergétiquement, ils ont maintenu l'Europe sous leur domination. Maintenant, leur seule priorité est là-bas. Comment ça se fait que nous, la France, maritimement, vu que ce qu'on pèse avec la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, le poids considérable que représente la France dans la zone Pacifique, on n'est rien. J'ai un proche parent qui est devenu Premier ministre d'un pays d'Asie du Sud-Est. Quand je demande à un de ses conseillers si sur sa table arrivent des propositions françaises en termes de partenariat, d'alliance géostratégique, il me dit rien. Nous avons tous les jours où les Américains ou les Chinois qui nous proposent de mettre des bases militaires, de financer des entreprises. Et nous, on quitte l'Afrique parce qu'on est obligé de quitter l'Afrique. On nous a fait quitter l'Afrique et encore, on pourra dire encore merci aux États-Unis. Mais là où il y a un vrai problème, c'est qu'il n'y a plus du tout d'expertise française. D'ailleurs, il suffit de voir les dernières déclarations de monsieur Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères. C'est juste une catastrophe. Je crois qu'il doit comprendre à un moment donné qu'il se parle à lui-même, parce que personne n'écoute la France aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé, c'est que les patriotes français en France ont été évincés des postes de décision. Je vous donne un exemple concret. Pour avoir du renseignement, il faut les meilleurs. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la DGSE française a été virée pratiquement du corps, du noyau dur, tous les militaires? Aujourd'hui, c'est des copains et des copines. Tous les militaires ont été évincés de la DGSE. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le corps diplomatique français a été supprimé par Emmanuel Macron, alors qu'on avait pratiquement les meilleurs relais mondiaux au niveau des ambassadeurs, et ça depuis le XVIIe siècle. Il suffit de se rappeler des écrits entre l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur français. Et là aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est, d'ailleurs, il y a énormément de personnalités qui ont travaillé dans le renseignement. Je pense à Alain Juillet, Pierre Conesa, Éric Denessé, qui n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme. Que vous recevez ici. Oui. Vous avez reçu, et je ne comprends pas qui aujourd'hui il a plus cette attitude Olivier Marleix, qui, je crois sur votre antenne, en 2021, avait raconté cette trahison d'Alstom, qui aujourd'hui se tait. Morad El Hattab, on va continuer à parler de tout ça après une petite pause, parce que la question qui est majeure, et que je suis posé, bon, d'accord, très bien, les États-Unis ont fait. Après tout, on peut dire les États-Unis, ils défendent leurs prérogatives et leur périmètre. Pourquoi on s'est laissé faire? Parce que c'est la question. Ou alors on n'existe pas. Parce que moi, ce qui m'embête toujours, c'est on rejette la responsabilité. Oui, ces salauds d'Américains nous ont... Ouais, d'accord. Mais c'est parce qu'on a été d'accord pour le faire. Si on n'était pas d'accord, en tout cas, certains d'entre nous, je ne dis pas nous, étaient d'accord pour le faire. Pourquoi on s'est laissé faire? Selon ce que vous dites, moi je reprends ce que vous dites. Et puis, on se retrouve après une petite pause. Oui, et puis vous aurez la parole au 0826 300 300 et on prend vos commentaires également sur YouTube et sur Facebook. À tout de suite, ne bougez pas, on revient dans un instant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Morad El Hattab, Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle, encore une fois, lui, il commence par provoquer dès la couverture. Mais enfin, après tout, c'est bien, c'est une opinion. Et justement, on est là pour en discuter. Notamment, on a longuement parlé. Et Morad El Hattab, une question que je vais vous poser avant, on va avoir nos auditeurs. À mon avis, il y en a beaucoup, ils ont beaucoup de questions à vous poser, en tout cas à discuter.
qu'est-ce qui fait quand même? Parce que on peut parler de l'Europe, il y a pas que la France, hein, l'Italie, bon, parlons pas de l'Angleterre. Bon, qu'est-ce qui fait que quand vous racontez tout cela, vous racontez dans votre livre, etc., très bien, les États-Unis, etc. Bon, les États-Unis se battent pour leurs intérêts. Je sais pas que c'est bien, pas bien, mais laissons la morale de côté, comme Poutine se bat pour les intérêts de la Russie, comme d'autres pays se battent pour leurs intérêts. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, pour vous, qu'on a laissé faire que, seulement, encore une fois, alors, à ce point, que l'Europe s'est laissé faire à ce point? Est-ce que parce qu'elle n'existe pas, ou quoi? Alors, d'abord, quand on parle d'Europe, aujourd'hui, on parle de 2 États qui sont susceptibles de faire. L'Allemagne, mais c'est terminé, l'Allemagne, aujourd'hui, est une société exportatrice, hein, ils ont fait le choix de vendre leurs voitures, leur lave-vaisselle, et puis ils se sont mis sous le giron de la défense américaine. Donc on va même pas en parler. Il reste la France. La France a décidé, manifestement, moi je pense, mais très sincèrement, qu'il y a une corruption au niveau de nos dirigeants. J'ai découvert que, par exemple, Emmanuel Macron avait été pris en main par 2 personnalités clés. L'ancien patron de Nestlé, Brabeck, qu'on va retrouver dans la commission Attali. Pourquoi? Il faudra qu'on m'explique. Et surtout Joël Bennetson, qui est un brillant communicant hors pair, agent de la CIA, bien évidemment, et qui le dira pas, qui a formé le couple Obama, qui va aussi amener Hillary Clinton aux élections et qui rêve d'un Mark Zuckerberg président des États-Unis aux prochaines élections. D'accord. C'est très intéressant parce que Joel Bennetson, peut-être pas connu de vos éditeurs, c'est un homme extrêmement influent qui conseille les grands dirigeants américains, les 500 plus grandes sociétés américaines, et qui, bizarrement, lorsqu'il va prendre en main Emmanuel Macron de 2014 à 2016, c'est au même moment où Emmanuel Macron vend nos bijoux de famille, vend Alstom notamment, en l'occurrence, et ce n'est pas rien. Il vend l'autonomie énergétique de la France. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous remarquerez qu'Hollande, avoir après crié je ferai la guerre à la finance, ce qui a été très peu rappelé par les médias à l'époque, c'est que le lendemain, il allait à Londres pour rassurer les mêmes milieux de la finance sur sa déclaration de la veille. Mon seul ennemi, c'est la finance. Oui, et c'est pas anodin que, bizarrement, qui a empêché les accords de Minsk? Merkel s'en est vantée récemment. Personne ne reprend. Hollande aussi. Hollande, mais Hollande a été piégée. Merkel, elle l'a assuré par elle-même, puisque elle avait dit, je la cite, les accords de Minsk de 2014 ont servi à donner du temps à l'Ukraine, le temps qu'elle a utilisé pour se renforcer, comme on a pu le constater aujourd'hui. Ce qui va faire bondir Vladimir Poutine, qui dans une déclaration Gazeta numéro 2, je crois, de la presse russe, il dira franchement qu'il a été déçu et qui pensaient qu'ils avaient qui pouvaient qui pouvaient être sincères entre partenaires européens, que c'était pas le cas. Hollande, lui, va se faire piéger, d'où son surnom Flamby ou Fraise des Bois, comme dirait Alain Fabius. Deux humoristes politiques russes. Nous avons, je vous le dis ça, nous avons publié dans l'émission, nous avons mis le dialogue de Hollande avec les deux. Parce qu'après on a essayé de faire croire à une deepfake, et je vous félicite parce que non, c'était pas une fake. Non, mais justement, mais il y a eu toute une démarche de la part de certains médias français, j'ai pas compris, qu'on essayé de faire croire que c'était une deepfake. Or, effectivement, dans les propos de François Hollande, parce qu'il pense qu'il parle à l'ancien président ukrainien Poroshenko, c'est mes souvenirs. Petro Poroshenko, oui. Et il lui dit, il y avait l'idée que c'était Poutine qui voulait gagner du temps, mais c'est nous, la France et l'Allemagne, il le précise, la France et l'Allemagne, qui vont gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses ressources. Donc vous savez, quand vous avez des traîtres, mais vraiment des traîtres au pouvoir, il n'y a rien à en tirer. Moi, ce que je tiens à vous dire aussi, ce qui est très important, c'est comment ça se fait. Et encore une fois, la perfide Albion, je renvoie à la famille Fenouillard, que on sait aujourd'hui, c'est attesté, qu'il y avait un accord de paix qui avait été trouvé. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'accord de paix qui a été trouvé, que vont mettre en place là prochainement les Turcs, parce qu'il y a une prochaine conférence qui aura lieu en Turquie, c'est pour ça que je vous dis la guerre russo-ukrainienne c'est terminé, et qu'on arrête de mettre en faillite les Français, enfin je rappelle Emmanuel Macron a arrêté de mettre en faillite les Français pour financer une guerre où nous avons rien à y faire. Boris Johnson va... fait, 2022. Bravo. 2022, Istanbul. Il va complètement planter parce que il va se rendre à Kiev, voir Zelensky, pour lui dire ce que tu as signé avec Poutine, tu le déchires.
Nous voulons la continuité de la guerre. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai retrouvé là l'accord qui a été signé. C'est très intéressant parce qu'on dit mais les Russes ils veulent rien signer. Et ben vous verrez que en Turquie, ça va être à peu près la même chose. Je cite. Les Russes devaient se retirer, l'Ukraine devenir un État neutre avec une armée dont les effectifs devaient encore être définis, les provinces séparatistes de l'Est devaient accéder à un statut d'autonomie comparable à celui de la Catalogne ou de l'Écosse. La Crimée, point d'interrogation, les Ukrainiens proposèrent d'y tenir un référendum sur son appartenance dans un délai de 15 ans. Bon. 15 ans. 15 ans. Cet accord sur la neutralité et la sécurité de l'Ukraine devait être supervisé et garanti par plusieurs puissances européennes. La Russie a dit oui. Vladimir Poutine a même montré l'accord de paix lors d'un congrès avec les Africains. Oui, je sais, mais ils avaient signé. Mais Kiev était bien sûr d'accord. Ils étaient d'accord pour l'accord, et c'est les Anglais, Boris Johnson en personne, qui a en plus le culot, lorsque ça a été révélé, et par votre radio, mais aussi par votre concurrent, M. Carlson, aux États-Unis, Boris Johnson a osé demander $1 million pour venir faire l'interview, alors que de fait, on savait ce qu'il avait fait. Mais c'est fini, parce que là, les Turcs ont repris le leadership. Et d'ailleurs, le ministre, il y a 4 jours, le ministre des Affaires étrangères turc a une phrase qui veut tout dire. Il a déclaré publiquement, les deux parties ont atteint la limite de ce qu'elles pouvaient obtenir par la guerre. Donc ça veut dire qu'on va revenir à ces accords-là. Donc il faut arrêter de gesticuler aujourd'hui, de nous amener sur des débats qui n'ont pas lieu d'être. C'est fini. Et de perdre son temps et surtout des vies humaines et des 500 000 morts. C'est un Verdun tous les jours. C'est quand même terrifiant. On a du monde au standard, André. Alors, nous avons Guy qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Réagir. Ouais. Bonjour messieurs, bonjour André Berkov, bonjour monsieur Mohamed Al-Tab. Bonjour. Mourad, mais tout va bien. Mourad Al-Tab, pardon. Je tiens à rappeler une chose, c'est que chaque nation qui était oppressée, envahie ou quoi que ce soit, a toujours dû sa liberté à l'intervention d'une nation étrangère. On en est pour les Américains le savent, puisque les Français sont les seuls à être venus aux États-Unis, aux futurs États-Unis, ont sacrifié leurs hommes et leur marine. C'est la seule victoire et la seule guerre qu'a gagné Louis XVI. À quel principe l'Europe doit sa liberté? À la même action. C'est une nation étrangère plus puissante, les Américains, qui sont venus au secours de l'Europe. Donc c'est une obligation. Lorsque vous dites, monsieur Mourad, à la table, qu'on n'a pas à se mêler de ce qui se passe en Ukraine, c'est faux. Pour moi, c'est une obligation que d'aller au secours du pays oppressé, de la nation qui est oppressée, qui est détruite, moi-même. Donc c'est une obligation pour ces pays d'Europe de s'unir, déjà dans un premier temps, ce qui permettrait d'avoir une union quelque peu unie. Une Europe, quelque peu unie. Ce sont d'abord l'envoi de volontaires, sans armes au départ, mais faire comprendre. Volontaire sans armes, attendez Guy, pour faire quoi volontaire sans armes? Attendez, on est dans une guerre, vous savez ce qui se passe. Pardon? Monsieur Berkov, déjà pour commencer par déminer, mais être présent et faire comprendre à Poutine que ça peut s'amplifier, que ces volontaires peuvent. Non mais Guy, je veux pas discuter, mais dis. 500 millions d'habitants, monsieur André Berkov. Oui, mais 500 millions d'habitants, vous dites, on veut. Non mais Guy, je comprends ce que vous voulez dire et je comprends très bien. Faire appel, monsieur André Berkov, au volontariat. Au volontariat. Mais pour se battre à ce moment-là, pas pour être sans armes. Pour se battre, oui. Voilà. C'est ça que je vous disais. On sait ce qui va se passer, c'est prévenir que c'est dangereux. Voilà. Ça, il faut le dire. On est d'accord. Non, mais vous avez le droit de dire ça, mais vous pouvez pas dire envoyer les gens sans armes parce que ça ne veut rien dire. C'est ça que je veux dire, vous voyez. Pardon, je me suis mal exprimé. Ouais. Mais c'est faire comprendre à Poutine, attention, nous sommes capables d'être armés et nous allons intervenir. Maintenant, tu te retires du Donbass et nous, ce qu'on te propose, c'est de rentrer avec nous dans l'Europe, de revenir à ce qu'il avait demandé il y a plusieurs années, de participer à l'Europe. Mais il a été maltraité, il a été mortifié de l'ignorance des pays européens. Voilà. Okay, et aussi conforter les Américains comme quoi on ne veut pas, on ne se marie pas avec la Russie. On veut qu'ils soient avec nous et mettre en place un consensus mondial pour que toutes les nations du monde participent à la sécurité de ce monde. D'accord. Voilà. Et l'Europe ne tient pas à instaurer une hégémonie. Ok, voilà. Guy. Ok, c'est clair ce que vous avez dit. Je voudrais que... À qui on a? Je voulais juste répondre à ce point. Allez-y. Il y a juste un détail qui a oublié, c'est que la France est déjà co-belligérante dans ce conflit, puisque je rappelle les propos de Gabriel Attal lorsqu'il était porte-parole du gouvernement
le 13 avril 2022, où il avait déclaré publiquement, sauf qu'il faudrait peut-être lui rappeler que depuis 2014, donc les accords de Minsk, la France a été le premier fournisseur d'armes vers l'Ukraine. Donc nous sommes déjà comme on a fourni, on a fourni des armes à la Russie après 2017. Mais n'empêche que dans le cadre de ce conflit, on est déjà co-belligérant. Et là, quand j'entends ça, c'est ne avoir pas du tout entendu le début de l'émission, où en fin de compte, c'est promouvoir à nouveau l'Europe sous domination américaine. C'est pas ce que je veux. Oui. En même temps, il faut que l'Amérique a aussi ses très bons côtés, notamment les contre-pouvoirs. Et moi, j'aime l'Amérique pour ça. Faut le dire. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On aura César qui nous attend au standard au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h47, vous êtes bien sur Sud Radio dans Berkov dans tous ses états. On continue ce face-à-face avec Morad El Hattab qui vient nous voir aujourd'hui. Et nous avons César qui nous appelle depuis le Pays Basque à Bayonne. Bonjour César. Bonjour César. Bonjour. Bonjour André Berkov, bonjour Morad El Hattab. Super émission, une fois de plus André. Merci. On vous écoute César. Il y a un concept, on a la chance d'avoir une langue très riche en France et j'ai essayé de trouver un concept pour vous savez, on essaie toujours de diagnostiquer des problèmes et tout. Et il y a un mot que j'ai inventé, ça s'appelle le mondialofascisme. Le mondialofascisme, oui. Le mondialofascisme, pour faire un peu écho à ce que dit Morad El Hattab, c'est-à-dire que suite à l'ultra-financiarisation, notamment américaine, du monde, eh ben, on est en train de, comme on a mis sous cloche l'Europe avec les Américains, il y a ce sentiment que oui, certes, ils nous protègent, mais en gros, ils se servent aussi doucement, mais gentiment. Et donc, il y a ce sentiment que le berger nous montre le loup Poutine, le loup russe, mais en réalité, c'est le berger qui va manger le mouton à la fin. Et donc c'est très intéressant. On a la sensation d'être soi-disant protégé, mais on est obligé d'acheter les vaccins Pfizer. Vous savez, il y a ce sentiment d'être dépossédé de toute forme de souveraineté. Ça s'appelle, vous savez, c'est la doctrine Al Capone. Je vous protège, mais vous achetez chez moi. C'est ça. C'est ça. Et Henry Kissinger, il a cette phrase très connue, c'est et lui-même le reconnaissait, être un ennemi des États-Unis peut être dangereux, mais être un ami est fatal. Voilà. C'est dans le livre. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc c'est juste ça, c'est ce concept. Autrefois, il y avait le nationalofascisme qu'on critique beaucoup. On confond le nationalisme et le nationalofascisme, alors que c'est pas du tout pareil. C'est justement parce qu'il y a du nationalisme que des gens se défendent, qu'ils essaient d'avoir une organisation citoyenne. Il y a qu'à voir ce qui se passe en Suisse. Les Suisses, ils résistent hyper bien à plein de choses parce qu'ils sont organisés sur le plan des citoyens. Ils ont le RIC pour pouvoir se défendre et le gouvernement agit qu'en second plan. Mais nous, on peut même pas se défendre avec un RIC. On est obligé de subir ce que des dirigeants veulent, et les dirigeants, si on apprenait demain que Macron était un serviteur des États-Unis, personne ne serait surpris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est tout ça. Ça s'appelle le mondialofascisme, ce concept-là. Oui, il y a un truc qui est très intéressant dans ce que vient de dire notre ami César, pardon. C'est vraiment extrêmement pertinent puisque je crois que le seul journal qu'on a fait état, c'est Boulevard Voltaire. Je crois que c'était le 1er octobre 2023, avec un titre assez éloquent, comme ce livre, qui s'appelait Macron vend la France par la dette. Parce que là, il vient de parler du phénomène financier. On oublie de le rappeler par rapport aux États-Unis, à l'Angleterre. Et pourquoi aujourd'hui on est soumis par une contrainte financière. La dette, on sait. La dette, mais déjà De Gaulle à l'époque. De Gaulle, qui avait résumé tout ça suite à la situation financière héritée de Bretton Woods, vous vous rappelez très bien. De Gaulle avait dit que l'impérialisme américain le plus insidieux, c'était le dollar. Et il y avait cette fameuse phrase, nous payons les Américains pour ce qu'ils nous achètent. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il y a un phénomène très étrange qui se passe en France, dont on va voir les conséquences très prochainement. Macron, qui vient un peu de la finance, mais qui n'était pas un très bon élève, croit que, en raison du too big to fail, trop gros pour mourir, pour faire une faillite, en gros, dans le langage financier, pense que la France ne va pas être lâchée par le système économique mondialiste. Et c'est là où il a tort, parce qu'actuellement, ce qu'il est en train d'opérer, c'est un endettement public
qui va tuer notre souveraineté nationale réelle, puisqu'il met la France à la merci d'un relèvement des taux d'emprunt qui pourrait se venir. Donc, si on arrive à ce cas de figure-là, effectivement, on risque d'avoir une explosion au niveau du pays. Autre phénomène, vous l'avez rappelé au début de l'émission, aujourd'hui on fait croire que la Russie, par les sanctions, on a bloqué 300 milliards d'avoirs russes en Europe. Ok, mais tout ça est faux. N'importe quel financier économiste vous dirait qu'en réalité, on ne peut que récupérer les bénéfices des avoirs. Ce qui est en vrai, ça ne vaut que 3 milliards. Et donc, la Suisse qui veut mettre les 300 milliards d'avoirs russes en Ukraine, qui veut les transférer à l'Ukraine. Mais c'est impossible. Pourquoi ? Parce que vous créez dans la sphère financière un défaut technique. Et si vous créez un défaut technique, c'est la faillite de la France. Parce que les marchés n'iront plus acheter de la dette française à 10 ans, qui est la deuxième dette achetée pratiquement sur le marché européen après la dette allemande. On va en parler. On a Pierre du Finistère qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Pierre. Bonjour Morad et la table. Bonjour. Oui, on vous écoute Pierre. Ouais. Alors il faut aussi dire que Morad se bat beaucoup contre la pédophilie et la dénonce. Depuis longtemps, c'est quelqu'un de bien qui est très très investi pour notre pays. Et c'est un vrai fléau, la pédophilie en France. Merci. Donc aujourd'hui, en fait, l'OTAN et Merkel et Hollande l'ont avoué, on a copulsé Poutine. On découvre il y a quelques semaines qu'il y a 12 bases de la CIA à la frontière russe. Je veux savoir ce que diraient les services français si on découvrait 12 bases du KGB en Italie à la frontière française, par exemple. Donc je pense que la guerre, on sait qu'il l'a cherché, la guerre, et on sait aussi qui va la gagner. Aujourd'hui, Morad, vous dénoncez au final dans votre livre une vraie mafia en France. Et moi la question, elle est assez simple. Est-ce qu'aujourd'hui, les vrais responsables, ce sont pas... Alors, j'ai écouté le général Coutou la semaine dernière chez vous, André, et il était assez clair. Est-ce qu'aujourd'hui, les responsables qui laissent faire cette mafia sont pas les généraux de l'armée et les hautes sphères de la justice et des forces de l'ordre qui alors je sais pas, ou ils ont pas de cerveau, ils ont pas compris ce qui se passe, ou alors ils sont autant corrompus que nos dirigeants. Mais c'est une véritable mafia qui est en place et qui est en train de détruire la France. Faut pas s'inquiéter, ces gens-là, après la guerre, ils vont être insignifiants, ils vont disparaître, leurs partis n'existeront plus. Mais voilà, la question c'est, est-ce qu'au final, c'est normal que les généraux laissent faire ce qui se passe en France aujourd'hui avec la destruction de notre pays? Oui, Pierre, moi juste un mot et Morad Tab répondra à ce qu'il a à répondre. Je pense pas qu'on peut accuser, vous savez, pas de généralisation. On peut pas accuser l'armée et les généraux en général d'être des traîtres, etc. C'est trop facile. Et puis je vais vous dire une chose qui nous concerne à nous. Eh ben, je trouve que nous sommes passifs. Je trouve que très sincèrement, et je dis nous, on s'englobe, il faut quand même que nous aussi, à notre niveau, et on peut réagir, dire des choses, etc. Mais pour revenir à votre question, Pierre, moi je crois pas du tout qu'il y ait des gens qui soient plus ou moins, je dirais, corrompus, etc. Mais franchement, n'oubliez pas qu'il y a un devoir de réserve de l'armée. L'armée, c'est la grande muette. Je la défends pas, mais je dis qu'il y a, et la preuve, vous n'avez entendu que quelques personnes, c'est qu'il y a des gens qui réagissent et qui réagissent très bien. Les autres, faut pas leur demander aussi de fomenter un coup d'État. C'est un autre problème. Rappelez-vous, il y a eu la tribune des généraux aussi qui était sortie. Sur Place d'Armes. Qui montait au créneau, c'était même dans Valeurs Actuelles aussi. Donc il y a des gens qui réagissent et beaucoup plus qu'on ne croit. Et qu'il y a eu d'ailleurs contre cette pétition que vous rappelez si justement, une volonté affirmée du pouvoir central de les chercher et de les punir très sévèrement, voire punir le média qui les avait fait connaître. Mais enfin, ils arrivent à transmettre et c'est ça qui est bien. Oui, mais en parlant du général Cousteau, qui est un ami personnel, j'avoue, et je suis très fier de son courage, il y a quand même une chose qui est très importante et qui est artificielle, et vous allez me comprendre. William Cobbett, qui était un historien anglais, et qui avait parlé lorsque le système bancaire d'Angleterre créé en 1694. Et il avait dit quelque chose de très, très juste à l'époque. Il dit, vous allez connaître la famine au sein de l'abondance. Et moi, c'est quelque chose qui m'interpelle tout le temps pour la France. On est un pays extrêmement riche. Plein de ressources, aussi bien en termes de matière grise qu'en termes de ressources réelles, et les gens sont de plus en plus pauvres. Là, il faut se poser la question de pourquoi. Mais oui. Parce que c'est intéressant. Qui en profite? Mais n'oubliez jamais qu'un certain Klaus Schwab
vous a dit, le Forum économique Davos, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Et il avait aussi rajouté que son meilleur élève était Emmanuel Macron. Merci Morad El Hattab d'avoir été avec nous. Merci André Berkoff pour cette émission. On se retrouve demain, comme tous les jours, entre midi et 14h. On rappelle ce livre, Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle, aux éditions Perspectives Libres. Demain, nous recevrons l'ancien ambassadeur en Algérie, Xavier Driancourt. Et puis tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.